Bonsoir à tous, bienvenue sur le plateau Equinox Soir, votre décryptage quotidien de l'actualité de lundi à vendredi, 19h-21h, 18h-20h, Greenwich Mean Time. Le Cameroun, une fois de plus, porte le deuil. Une cinquantaine de personnes ont trouvé la mort, toutes calcinées, et une trentaine d'autres blessées à la suite de l'incendie qui s'est déclenché après qu'un camion-citerne transportant du carburant allant dans le sens Tchang-Sanchou ait percuté violemment un bus gros porteur en provenance de Douala circulant dans le sens Sanchou-Tchang. Un drame qui survient un mois après l'hécatombe de Ndikinimeki qui, on s'en souvient, avait ôté la vie à 39 personnes sur l'axe Yaoundé-Bafoussam. Encore un autre drame sur nos routes qui, débouchera sur l'ouverture d'une enquête et pourquoi pas par une sanction à l'endroit du transporteur. Des responsabilités humaines seront à coup sûr très vite dégagées et l'on s'arrêtera là, sans autre forme de procès. Madame, Monsieur, tout à l'heure à 20h, c'est la grande édition d'information présentée par Cédric Noufélé. Tout de suite après le débrief du journal et tout de suite, le fait du jour. Falaise de Tchang, le drame. Pour en parler, nous avons invité en plateau ce soir Barista Corentin Dougué. Barista, bonjour, bienvenue. Bonsoir, bienvenue. Bonsoir, c'est Chaleur. Meilleur vœu, oui. Merci, meilleur à vous. Bonsoir, c'est Chaleur. Bonsoir à tous mes co-panélistes. Bonsoir à tous les milliers de téléspectateurs de Equinox Télévision parce que vous êtes suivis dans le monde entier. J'ai saisi l'occasion pour dire également bonsoir à mon parrain Maître Tougadjo Kwale et Maître Nguefa, qui, je ne sais pas si c'est par chance ou par malchance, se sont trouvés ce matin sur le lieu du drame de la falaise de Tchang. Heureusement, c'était quelques heures après. Okay. Je leur dis bonsoir. Voilà, je rappelle, Maître Corentin Dougué, que vous êtes avocat au barreau du Cameroun et également avocat au barreau de Gambie. C'est bien cela? C'est cela, c'est Chalin. Voilà, docteur Fridolenke, bonsoir, bienvenue à Douala. Bonsoir Serge Alain Autou, bonsoir à mes copanélistes, bonsoir à tous les millions de téléspectateurs qui nous regardent. C'est ma première intervention à Equinox Soir et je suis très triste de ce qui se passe, de la situation de notre pays. C'est un événement très dramatique, tragique, qui interpelle une fois de plus, malheureusement, cette gouvernance qui laisse à désirer. Et vous avez parlé des responsabilités, et on en parlera tout à l'heure, mais il faudrait qu'enfin qu'il fasse quelque chose. On ne peut pas laisser cela. Et que nous fassions quelque chose. On ne peut pas laisser le pays aller courir comme ça à la dérive sans intervenir. L'intervention des penseurs, des scientifiques, des artistes est plus que nécessaire, indispensable à l'heure où nous sommes dans un moment crucial de notre histoire et nous devons en tirer les conséquences. Voilà, l'universitaire Fridolenke, expert en discernement. C'est bien cela. C'est comme ça qu'il aime souvent se débuter. Non, c'est une. On peut croire que c'est par vantarise ou bien oui. Mais c'est une théorie que je suis en train de penser rigoureusement, de systématiser. Et j'ai commencé à faire mes premières. Donner les premiers résultats de mes recherches il y a de cela 2-3 mois dans un colloque à Yaoundé. C'est une approche philosophique interdisciplinaire qui sera, ce n'est pas l'occasion d'en parler, qui sera vulgarisée bientôt, et c'est quelque chose que nous apportons et qui veut en fait repenser nos modes de pensée, nos idées, notre comportement, la vision que nous avons de notre présent et l'aspiration fondamentale que nous devons construire pour être respectés dans le Conseil des Nations. Et vraiment, je dis toutes les condoléances aux familles éprouvées, parce que j'imagine lorsque un des nôtres est calciné, j'imagine la douleur, j'imagine l'impact
psychologique à long terme que de tels événements ont sur les vies. Et nous devons travailler, nous autres, qui avons eu la responsabilité de porter la pensée à un certain niveau pour éclairer tous ces dysfonctionnements, pour éclairer notre pays, pour éclairer le monde. Ok, à côté de vous, Willy Kenyé. Bonsoir Willy. Bonsoir Seychalem. Bienvenue sur le plateau, merveilleux également. Merci déjà, c'est l'occasion pour moi de vous remercier, de dire merci à Equinox Télévision qui donne toujours l'occasion aux mototaxis de s'exprimer. Et je voudrais vraiment au nom de tous les mototaxis de la ville de Douala vous dire merci et vous dire combien... La population se plaît aussi de vous. Hein, oui, il faut les relever. Oui, il faut relever que beaucoup de choses se disent déjà et ce n'est que normal. Et vous avez vu, ensemble avec le maire de la ville, on a pris pas mal d'engagements qui permettent déjà désormais d'identifier toute personne exerçant dans notre secteur d'activité. Je crois que le maire a pris les engagements, toutes les mesures ont été prises et aujourd'hui nous avons déjà 50 000 chasubles qui ont été déjà mis sur pied. Isidore Kaye-Foko, bonsoir, bienvenue. Bonsoir Serge Alain. Voilà, après Dikinmeki. Oui, vous revenez là aujourd'hui pour parler du drame de la falaise de Tchang. Oui. Et également, je suis président exécutif de Pyramide Prévention. Oui. Alors, Pyramide Prévention, c'est une association qui est née en 2011 qui lutte contre les insécurités routières. Oui. Donc, Pyramide sensibilise les populations, disons les usagers de la route, aux risques liés à l'insécurité de la route. Nous sensibilisons également le gouvernement, c'est-à-dire l'État, le gouvernement, à améliorer l'état des infrastructures, notamment en organisant des séminaires de formation sur les équipements de la sécurité routière. Ok. Donc, voilà, on va rester donc sur le drame de la falaise de Tchang. Pour vous, oui, le drame de la falaise de Tchang revient encore nous mettre dans un système où l'État, le gouvernement ne veut pas toujours prendre ses responsabilités. Alors, le gouvernement, je ne sais pas, les personnes qui sont nommées pour travailler se sont engagées à travailler avec elles-mêmes, c'est-à-dire à développer leurs propres idées, qui ne sont pas toujours les meilleures. Il faut associer la société civile, c'est-à-dire les associations et ONG, à accompagner le gouvernement dans la sensibilisation à la sécurité routière. Alors, quand on regarde le drame de Tchang ce matin, ce qui s'est passé, on a 53 morts sur le carreau, peut-être même plus, on ne sait pas, parce que les corps n'arrivent pas à être identifiés. Et voilà. Mais on dit que, le rapport dit qu'on a le camion citerne a percuté. Mais à voir les images, ce n'est pas un camion citerne, c'est un camion de transport de marchandises. Oui. Et à voir la présentation d'après les images, le camion qui descendait la falaise se retrouve au milieu de la chaussée parce que sur la matérialisation horizontale, il y a une ligne continue. Parce que la ligne continue détermine ne pas faire de dépassement, de rester sur sa propre voie. Alors, si à pareille heure, ce camion se retrouve au milieu de la chaussée, ça veut dire qu'il y a un problème. Mais le problème qu'on rencontre sur nos routes, c'est celui... Mais parce que là, vous avez commencé à parler du gouvernement. Vous parlez bien. Donc, il y a déjà l'accès matérialisé. On est d'accord? Oui, le ministère, que ce soit des transports, des travaux publics, a une part de responsabilité. Oui. Pour le drame de Tchang. Oui, vous dites que la rue est matérialisée. Drame, il y a toujours une responsabilité gouvernementale. Il ne faut pas l'épargner. Oui. Il est bien vrai que les usagers aussi, de leur côté, ont leur part de responsabilité. On va bien dire que l'État ne peut pas mettre la police derrière chaque usager pour le sommer à respecter la signalisation. Mais que fait l'État pour pousser les usagers à respecter la signalisation? Que fait l'État pour rendre nos routes plus communicantes? Parce que pour qu'une route communique, il faut qu'elle soit suffisamment matérialisée. Il faut plus la signalisation. Il ne faut pas mettre de la signalisation pour mettre. La dernière fois ici sur ce plateau à la sortie, quelqu'un m'a appelé de Yaoundé pour me dire j'ai critiqué la signalisation sur la RN5. National numéro 5. Oui, cette signalisation qui a été réhabilitée ne respecte pas les normes. Vous ne pouvez pas poser un panneau auquel la nuit, avec vos phares, le panneau ne fait pas la réflexion. Le rétro-réfléchissement ne fonctionne pas.
avec les phares, le panneau doit vous renvoyer la lumière pour que vous puissiez lire le panneau. Il faut avoir l'information. Alors, ces panneaux que vous voyez sur une route qui vont durer 6 mois et vont mourir, l'État continue à dépenser. Pourtant, il faut poser des panneaux qui vont vivre 12 ans, 14 ans, et avec l'argent qu'on va dépenser chaque année pour le refaire, qu'on puisse créer d'autres voies, réhabiliter d'autres signalisations sur d'autres routes qui en demandent. Ok, Barrister Ndungue, comme je l'ai dit, un mois jour pour jour, après Ndikimeke. Encore du sang sur nos axes routiers. Oui, si on a une cinquantaine. Oui, Serge Alain, c'est une situation vraiment déplorable. Déplorable parce qu'il n'y a aucune goutte de sang qui devrait continuer à se verser au Cameroun. Nous avons suffisamment perdu les concitoyens et on devrait prendre des dispositions pour que de tels phénomènes ne se répètent pas. Le bilan officiel, on nous parle de 53 morts avec 29 blessés graves. Quand je fais l'addition, 53 plus 29, nous nous retrouvons autour de 82. Pour un bus qui doit normalement transporter 70 passagers. Vous comprenez qu'il y a un problème de surcharge. Oui. Au-delà de tout cela, nous avons... Il y a aussi le camion citerne. Il y a le camion citerne qui avait, supposons, trois passagers. Oui. 3 passagers. Oui. Donc, ce que je dis, c'est que le camion, c'est pas le camion citerne, il faut rectifier, parce que c'est une camionnette qui transportait du carburant frélaté. Cela veut dire que c'est de la contrebande. Alors, je me questionne, comment un camion peut quitter la ville de Tchang que je connais, avec le contrôle qu'il y a à l'entrée de la ville, un camion de la contrebande se retrouver au niveau de la falaise. Cela veut dire que les responsabilités doivent être dégagées et je prête le flanc à Isidore Kaye qui interpelle l'État, le gouvernement, qui doit prendre ses responsabilités en main. Parce que si nous étions dans une république sérieuse, tous ceux qui étaient au contrôle à l'entrée de la ville de Tchang devraient être interpellés sur ce genre de situation. Donc il faudra que les responsabilités se partagent, que chacun de son côté prenne des dispositions. Le problème de surcharge, nous en parlons tous les jours, mais qu'est-ce qu'on fait? On va nous dire que le camion a eu un problème de freinage. Le système de freinage. C'est allé tellement si vite que je me pose la question de savoir quelle est l'expertise qu'on a eue en 3 heures ou 4 heures de temps pour savoir qu'un camion calciné a eu un problème de freinage. Okay. Voilà, c'est un peu ça. Voilà, d'abord, Dr Fridolin-Keye, comme a dit Barrister Ndungue, comment on part pour ceux qui connaissent, on part de Tchang, au sommet, pour Sanchou en bas, avec le système. On sait qu'à partir du haut là-bas, il y a un poste, je crois, même mixte, un poste de contrôle. Et comment ce camion-là a pu passer ce poste de contrôle-là? Vous voyez, Serge Alain, mes chers téléspectateurs, nous sommes là dans la gouvernance de la sérénité, une sérénité de cadavres. Et ça ne peut produire que des cadavres en série, des hécatombes en série. Nous sommes dans la gouvernance des cadavres, dans l'industrie des cadavres. Ce n'est pas une vue de l'esprit, c'est entretenu. Ça me fait moins de marcheurs. Je vous le dis très sérieusement. Parce que si on doit rentrer dans l'analyse, vous allez considérer seulement les conséquences. Il y a 2 ou 3 choses à dire là-dessus. C'est que, premièrement, la politique des infrastructures, la construction, pour qu'un pays arrive à quitter ce genre de choses, parce que ça arrive partout, mais à des exceptions. Maintenant, c'est la règle chez nous. Il ne peut pas y avoir, si on fait un bilan, heureusement ici, chez nous, on ne fait pas de bilan, on va se retrouver dans une situation où on sait d'avance que l'année prochaine, il y aura au moins 2300, 3000 morts. 4000 morts d'accident. Mais on ne fait rien. Or, le principe de la gouvernance, le gouvernement, c'est pour 2 choses. Quand on t'élit, c'est pour faire 2 choses. Faire prospérer ton peuple et s'assurer qu'il y ait moins de pertes en vies humaines. C'est les 2 responsabilités, les 2 missions que doivent
poursuivre un gouvernement. Or, on sait, on est dans une situation où on entretient le chaos. Parce qu'on peut me dire que ce pays manque des ingénieurs, des pierres, des cailloux, des parpaings pour délimiter une route, faire des talus, diviser les routes en 2 voies. Avec les spécialistes sauront comment on exprime ça. Mais s'ils n'ont pas l'argent, s'ils disent qu'il n'y a vraiment pas d'argent, ils disent à la population, on cotise, on achète même les parpaings. On met dans la rue. Parce que ça ne peut pas se comprendre qu'une route avec une telle densité de population, on me dit qu'on n'est pas capable de prévoir, de mettre des talus, c'est-à-dire de mettre même des pierres pour séparer la chaussée. Parce que la plupart des accidents qui arrivent, il ne faut même pas être expert. Et ces gens sont tellement sereins que ça ne leur dit rien. On devait avoir une politique. Au moins, il y a l'armée, il y a des services qui sont là, qui peuvent être mobilisés pour que tous les grands axes. On sait que les gens vont emprunter les axes. On met sur pied, on structure le travail de sorte que dans les grands axes, regardez Douala Yaoundé, tous les jours des hécatombes, tous les jours on fait des enquêtes, on amène les gens à la morgue, la sérénité règne, la paix. Mais cette paix des cadavres, on l'entreprend, c'est une entreprise. Oui, on fait les agences de voyage pour que les gens rentrent encore dans le chômage, et ainsi de suite, pour qu'il y ait encore le maximum de mototaximans. Parce qu'on dit que le mototaximan, c'est ça le vrai travail qu'on a donné aux Camerounais. Alors voilà les questions de fond qu'on doit se poser. On doit, première chose, organiser nos routes de telle sorte que des gens n'aient pas la possibilité de se rencontrer. On a dit ça maintes fois. C'est la première chose élémentaire. Pour des terres pleins au milieu. Oui, c'est impératif. Ces gens même là doivent être poursuivis en justice. Les gens qui sont responsables dans nos ministères, qui ont la responsabilité d'assurer la maintenance, la construction de ces infrastructures, ils doivent être poursuivis au tribunal. Parce que on ne peut pas laisser prospérer cette insécurité permanente dont on sait pertinemment qu'elle est l'occasion de créer des hécatombes. On doit avoir des terres pleines dans tous les axes et adapter ça avec la technologie, avec nos moyens, de telle sorte que on ait seulement la possibilité de séparer les 2 voies. Parce que quand vous voyez Douala Yaoundé, je prends un exemple, plus faut de raison là-bas, parce que là-bas on me dit même que l'éclairage, un truc qui devrait être comme une attraction. Parce que moi je ne suis pas encore allé, on en parle comme quelque chose de très profitable parce que ça permet de faire, en passant par là-bas pour l'ouest, ça fait une économie peut-être d'une 50, une 40 de kilomètres. Donc les gens vont toujours emprunter cette voie-là, mais on ne trouve pas le moyen de diviser et de mettre notre frère Isidore Kaye, c'est ça? Oui, il a dit tout à l'heure que il y a un problème dans la responsabilité du gouvernement. Oui, mais à ce niveau-là, justement, on voit bien qu'il y a cette possibilité d'éclairer l'éclairage. Parce que non seulement ils ne mettent pas les panneaux convenables, mais en plus, il n'y a pas dans un endroit important comme celui-là, dans un endroit dangereux comme celui-là, il n'y a pas de feu, il n'y a pas de lampadaire, il n'y a rien. On laisse dans la brousse, on compte seulement sur ça pose un problème de fond. Alors au-delà de cela, de ces choses que je peux considérer comme des conséquences en amont, on a cette affaire, cette éthique, cette immoralité systématique aussi bien des gouvernants que des citoyens, des usagers. Parce que lorsqu'on donne ces budgets-là pour la construction des routes, on a tout un ensemble de déterminants, c'est-à-dire en amont qu'on fixe. Il y a des critères, il y a des normes de construction des routes, il y a un ensemble de choses. Mais vous allez voir qu'on ne respecte pas ça. Et les contrôles qui vont passer, lorsqu'on finit de construire une route, on va dire que tout est OK, mais en réalité, ils n'ont respecté aucune. Et ils ont partagé l'argent. Donc vous savez que l'un des ministères les plus corrompus comme nous, c'est le ministère des Travaux publics. Et tout est biaisé. C'est-à-dire qu'on organise donc cette industrie, non pas une industrie pour le développement du pays, mais l'industrie des cadavres. C'est ce qu'ils appellent l'industrie des cadavres. C'est-à-dire la capacité qu'ont les gouvernants et les citoyens de piller la fortune publique et voilà les conséquences de cela. Ok. Voilà justement, Willy Kenyé, une fois de plus, les conséquences, les responsabilités sont, on va dire comme ça, d'entrée de jeu,
Je ne sais pas si on peut parler de défaillance d'abord mécanique, mais il y a l'homme. Est-ce que les visites techniques ont suivi pour ce camion-citerne-là, cette camionnette? Je voudrais dire d'entrée de jeu sèche, la responsabilité, elle est partagée. Oui. Nous avions, en premier cas, quand vous regardez en fait ce qui s'est passé sur la route de Santou, vous constatez que non seulement le gouvernement, le ministère des Transports, parce qu'il faut le citer, je voudrais qu'on reste sur les faits. Les travaux publics? Laissons d'abord dans le cadre du ministère des Transports, parce que nous sommes en situation Covid. Situation Covid, c'est que nous nous rappelons, il y a quelques mois, le ministère des Transports disait tous les agences vont se plier à un certain nombre de choses, parlant de la réglementation en vigueur. On ne devait plus voir des bus qui ont l'habitude de porter 80 places aller sur les mêmes lancers. Nous avions une part de responsabilité. Il faut dire que le camion qui transportait, il faut le préciser, il transportait des vivres frais. Mais à l'intérieur se retrouvaient des bidons de carburant. Et la question dont je m'en vais me poser, c'est que comment on fait au Cameroun pour avoir ce qu'on appelle les visites techniques? Comment un camion de ce type, de ce genre, se retrouve en train de rouler sur nos voies publiques n'importe où et n'importe comment? Voilà les conséquences. À partir de ce moment-là, quand on commence à questionner, on se pose la question, la responsabilité incombe qui? Je voudrais dire aujourd'hui, ça fait mal de voir aujourd'hui qu'on perd 50 Camerounais, 53 Camerounais. On ne peut pas aujourd'hui comprendre en 2021 un camion qui transporte le carburant. Il passe, nous avions des préventions routières. Nous avions des barrières. Quand vous allez à Tchang, vous voyez plusieurs barrières de gendarmerie et de police. Et ce qui est encore choquant, c'est que ce camion a perdu le frein à partir du haut. Et rien n'a été fait. Il n'y a pas eu de mesures pour pouvoir sécuriser ceux qui venaient en face. Conséquence, on ne peut que subir. Et je voudrais dire tout simplement, le ministre des Transports a sa part de responsabilité parce qu'il a pour rôle de sécuriser. Nous sommes au niveau de la falaise. Hein. Pour ceux qui empruntent ces chemins, on sait ce que c'est. C'est une 70 virages. Hein. Il faut le dire. C'est que au Cameroun, surtout sur la route de la falaise, les camions qui sont déjà amortis au jour d'aujourd'hui ont des difficultés à grimper la falaise. Oui. Alors, mais là, c'est la descente. Nous sommes d'accord. C'est la même chose, Serge. Quand vous descendez, c'est même encore plus dangereux. Oui, c'est encore plus dangereux. Si le système de freinage quand ça lâche, vous deviez subir. Et ce n'est pas la première fois. Nous avions eu un coaster qui a malheureusement mis en mal pas mal de familles. Nous avions à l'époque là, je crois que ça fait un mototaxi à l'intérieur avec sa femme. Donc, c'est pour dire tout simplement, le ministère des Transports doit prendre des mesures, non seulement pour que les préventions que nous voyons en route soient efficaces. Parce que si nous avions la prévention, on devait interpeller le chauffeur de camion, on devait constater qu'il y a le carburant dans le camion. Parce que si c'était seulement que l'accident, on devait comprendre. On ne devait pas avoir 50 personnes calcinées. Donc, moi, je dis tout simplement, au jour d'aujourd'hui, il faudrait que l'État prenne certaines mesures. Parce qu'aujourd'hui, il faut le dire, Serge, nous avons un problème de mentalité dans notre pays. Comment un camion qui traverse les vivres frais se retrouve avec le carburant? Oui, je comprends comment mes confrères vont... Oui, c'est le gouvernement a une part de responsabilité, mais la première responsabilité, comme les chefs d'agence, eux-mêmes, on se retrouve avec des gens, quand il y a un choc dans le bus, on ne peut pas prendre des mesures, on ne peut pas s'échapper parce qu'on est étouffé. Parce que quand mon collaborateur de Tchang m'expliquait ce matin... Donc vous pensez qu'il y a eu surcharge? Serge, mon collaborateur, mon président des mototaxis de Tchang qui était sur place m'explique ce matin. Le chauffeur qui était dans le bus a eu quand même l'occasion de sortir et casser la pare-brise. C'est là où les 29 sont sortis. Tellement que le bus était surchargé que certains n'arrivaient même plus. Il faut expliquer ça. Donc il est important que désormais le ministère des Transports, la prévention que nous avions ne sert plus seulement à outaclage, qui permet seulement de sécuriser la vie des usagers. C'est important que le ministre instruise ses démembrements, le délégué régional, le délégué département, pour qu'ils descendent dans les agences pour mettre l'accent. Parce que quand vous allez, ce n'est pas le premier cas, quand vous allez dans les agences, je vous ai dit, les vendredis, les samedis, c'est compliqué.
Et surtout la route de l'Ouest qu'on voit chaque jour qui n'est pas si efficace que ça. Donc nous voulons vraiment de Dieu que les mesures soient prises et que les usagers qui sont inconscients, qui ne pensent qu'à eux, qui ne pensent qu'à l'argent, oublient la vie des Camerounais, des pauvres Camerounais, des citoyens que nous sommes, mais en mal la République. Nous voudrons tout simplement qu'il faudrait que les mesures soient prises à l'encontre de cela, parce que c'est vraiment regrettable qu'aujourd'hui on laisse les enfants à la maison et on dit qu'on arrive et on ne revient plus jamais. C'est dommage. Voilà, Isidore Kaye, Barista a commencé à faire le petit calcul. Hein. Oui. On parle de 53 personnes. Je vais revenir sur 3 questionnaires. Permettez. Permettez. Oui. 53 morts calcinés, 29 blessés graves. Lorsqu'on fait l'addition, ça fait 82. On parle d'un bus de 70 places. Est-ce que de l'autre côté de la camionnette, il y avait 12 personnes? Les victimes sont associées avec ceux qui étaient dans le camion. Oui, le camion peut porter 12 personnes. C'est un camion de plus de 12 tonnes. Est-ce qu'il porte 12 personnes? Non. Voilà. Il ne peut pas, puisqu'il n'a qu'une cabine de 2 sièges. Voilà. Donc supposons même qu'il ait pris 4 personnes. Oui. Voilà. Et le reste des personnes étaient où? Dans le bus? Je voudrais revenir sur 3 questionnaires. D'abord, à l'entame, la falaise de Tchang, c'est une descente à plus de 10%. Oui. Maîtrisant un peu le domaine, pas qu'un peu, maîtrisant le domaine de la technologie des constructions des routes, la descente de la falaise de Tchang est à plus de 10%. J'ai toujours par le passé proposé qu'il faille faire une restriction pour certains types d'automobiles, notamment à plus de 12 tonnes, de ne plus franchir cette voie, qu'ils passent par la N5, la route nationale. Parce que la route Melon-Tchang, c'est la route provinciale 17. Il faut bien que les gens savent. Tous nos routes sont nominées. La provinciale 17, tronçon Melon-Tchang avec la falaise, c'est très dangereux. Ce n'est pas le premier cas d'accident qu'il y a sur cette voie. Notamment, il y a régulièrement des camions gros porteurs semi-remorques qui décrochent. Quand on parle de décrochage, ça veut dire quitte de la voie supérieure pour atteindre la voie inférieure. Et là, il n'y a pas de cadavre à récupérer. On retrouve que des morceaux, c'est-à-dire le chauffeur et le motoboy. C'est une route dangereuse. Il faut restreindre, faire une restriction de la circulation pour certaines catégories d'automobiles. Maintenant, pour revenir à ce que Dr Fridolin disait sur la séparation des voies, nos routes nationales, je le redis chaque fois, respectent les normes en matière de construction des routes nationales à travers le monde. La seule difficulté, c'est que le ministère des Travaux publics ne remplit pas sa mission de l'entretien des équipements de la route. Il y a au ministère des Transports une direction qui s'appelle la direction de l'entretien et de la protection. Oui, au ministère des Travaux publics, la direction de l'entretien de la protection du patrimoine routier. Ça veut dire qu'elle est chargée de s'occuper de l'ensemble des routes dites nationales, provinciales et départementales. Parce que les autres catégories de routes appartiennent à la commune, c'est-à-dire à la collectivité locale. Mais alors, s'il faut revenir, comme le disait mon copaniste Maître Ndongue, concernant la surcharge, le ministère des Transports a une autre responsabilité sur la surcharge. Laquelle? Vous ne pouvez pas comprendre que la maison Toyota a fabriqué la Quaster pour 26 places assises, avec 26 ceintures de sécurité. Mais la voiture arrive au Cameroun, qui respecte une norme et une homologation de porter 26 personnes, le ministère lui délivre une carte grise de 30 places. Voilà. On ajoute 4 places. Donc c'est là la première responsabilité. À l'accident du 5 août, du 5 juillet à 2018 à Mboutourou, sur la route nationale numéro 4, où on a perdu 31 personnes. Toujours lors d'un voyage de nuit. Les 31 occupants sont décédés. Mais le risque zéro n'existe pas. On aurait pu perdre 26 personnes. Mais le ministère a ajouté 4. Et puis l'agence a ajouté une personne. Ça fait 5 personnes de trop. Le banc de touche, c'est ça? Peut-être c'est un enfant, mais il faut comprendre qu'ailleurs, même un bébé est considéré comme une personne. Le même droit, il doit s'asseoir dans un siège pour bébé. Maintenant, en résumé, c'est que ce soit le ministère des Travaux publics, que ce soit le ministère des Transports,
que ce soit les usagers de la route, nous avons tous les responsabilités, mais la grande part des responsabilités incombe au ministère des Transports et au ministère des Travaux publics. Parce qu'on ne peut pas accepter qu'on nous pose des panneaux illisibles sur nos routes et on a insuffisance de panneaux. Les gens l'ont tant réclamé, mais subitement on voit apparaître des panneaux de type B33. Le B33 veut dire fin de limitation de vitesse. Mais quel type de vitesse? On ne peut pas traverser une agglomération comme Souza à 60 km/h. Il faut 5 ans. S'il faut respecter la convention du 8 novembre 1968, la convention de Vienne. Bien vrai que le Cameroun, jusqu'à aujourd'hui, n'est pas ratifié la convention de Vienne, sauf si quelqu'un peut me prouver autrement, parce que j'en ai vérifié les archives. Quelques pays l'ont fait. Mais en 2015, en Côte d'Ivoire, Ouattara a commis un décret pour autoriser un audit, un auditeur indépendant au début, pendant et à la fin de chaque ouvrage en construction ou en réhabilitation. Et l'ONU le recommande, l'Organisation des Nations Unies le recommande à travers le programme des Nations Unies pour la décennie d'action. Bien vrai que la décennie d'action qui s'achève en 2020 s'est prorogée jusqu'en 2030. L'ONU le recommande sur toutes les formes, à travers les financements de la Banque mondiale, BAD et autres pour les différents travaux qui sont sur notre territoire. Voilà, Barrister Ndongé, ces derniers temps, tous les voyages, les accidents qu'on a eus sur nos axes, nos routes nationales ont mis, c'est-à-dire qu'on a vu des gros porteurs qui étaient plus ou moins engagés, responsables de ce qui est arrivé. Est-ce que vous pensez qu'il faut une nouvelle réflexion sur les voyages de nuit? Oui, je pense que faisant face à ce genre de difficultés, il est opportun que nos dirigeants réfléchissent relativement aux voyages de nuit. Mais avant de répondre à votre question, nous avons parlé tout à l'heure des problèmes d'éclairage au niveau de cette falaise. Voilà. Sans être expert en la matière, le lampadaire ne peut pas coûter plus de 50 000 francs. Cela veut dire qu'éclairer toute la falaise de Tcham, ça ne peut pas prendre 10 millions de nos francs CFA. Qu'est-ce qui coûte à nos dirigeants de faire ne serait-ce que ce minimum? Est-ce que hier c'était un problème d'éclairage? Cette nuit, oui. On ne peut pas dire que le problème d'éclairage n'est pas exclu. Oui. Parce que, qui sait, peut-être si le chauffeur du gros porteur avait la visibilité, il pouvait éviter. Est-ce qu'il pouvait éviter ça? C'était possible. Nous sommes qui descend, qui vient c'était très compliqué. Un camion qui descend, qui perd le frein, qui le système de c'est compliqué. Nous ne sommes pas au niveau de la falaise. Même s'il y avait les lampadaires, je ne crois pas qu'il aurait quand même échappé. Que je développe un tout petit peu. Je disais donc que nous ne sommes pas dans les secrets des dieux. Parce que nous avons un rapport. Et si nous pouvons revenir un tout petit peu en arrière et revoir un peu les rapports, parce que les gens souvent nous disent ce qu'ils veulent qu'on écoute. Ce n'est que le chauffeur et le chauffeur les deux chauffeurs qui peuvent nous dire exactement ce qui s'est passé sur le terrain. Mais pour prévenir, pour empêcher que de telles catastrophes n'arrivent, prenez ne serait-ce que les 10 millions de nos francs, éclairez cette falaise et ça fera le bien de tout le monde. Parce qu'il y a une question qui me taraude de l'esprit. Nous sommes des Africains. Et nous ne sommes pas habitués à enterrer des morts sans corps. Comment vous allez identifier les corps calcinés et les remettre dans les différentes familles? Nous prions Dieu que ces transporteurs, que les deux véhicules qui ont été intéressés par cet accident soient assurés. Et que les assurances vont permettre à ce que nous puissions faire des tests d'ADN pour pouvoir déterminer quel corps appartient à quelle famille. Mais d'entrée de jeu, j'ai évoqué ici la responsabilité du gouvernement. Parce que tant que des mesures ne sont pas prises pour respecter les lois
du pays, nous allons continuer à vivre ce genre de catastrophe. Okay. Je voudrais... Moi, j'ai un souci. Mon souci est le suivant. C'est qu'il y a 2 semaines, le ministère des Transports a réuni tous les patrons d'agences pour les sensibiliser, une réunion d'action pour réduire les hécatombes sur nos routes. Mais mon souci est qu'on croit qu'il n'y a que des agences de voyage qui font des accidents au Cameroun. Non, il n'y a pas que des agences. Nous avons déjà des gars en route qui roulent en désordre. Et puis le voyage de nuit, pour compléter ce qu'il disait, parce qu'on dit rapidement, on dit là tout de suite que les systèmes de freinage, nous ne pouvons pas déterminer, nous sommes à Douala. Le problème de la nuit, c'est que pour ceux qui voyagent la nuit et qui font les analyses des voyages de nuit, nous avons des chauffards en route. Quand je dis chauffards, c'est ceux qui mettent des pleins phares. Ceux qui ont ajouté d'autres phares devant le véhicule et qui les allument et qui ne rabaissent plus jamais. On dit feu de route, ils ne les mettent pas. Ils mettent les pleins phares, ils restent. Et la plupart de ces chauffeurs qui voyagent la nuit le font. Et quand je fais une option sur ce qui s'est passé à la falaise de Champ, en analysant les positions du camion qui descendait, j'analyse tout d'un coup qu'il y a eu éblouissement des 2 chauffeurs. Et ils se sont accrochés. Parce que c'est 2 gros porteurs. Un camion. Voilà, Barissa, pour terminer, oui. Oui, j'étais là en train de questionner l'état même de nos routes. Est-ce que ces pistes, je vais les appeler ainsi, qui datent pour la plupart de plus de 40 ans, sont encore adaptées à la vie d'aujourd'hui? Ça, c'est des questions qu'il faut se poser. Et si la réponse est non, le gouvernement, l'État camerounais devrait prendre des dispositions pour que au moins chaque Camerounais soit un tout petit peu à l'aise et qu'on évite ce genre de deuil. Parce que vous allez voir juste les 70 personnes qui sont décédées. Il y a des maris, il y a des pères de famille, il y a c'est au moins une centaine de Camerounais qui sont impliqués dans ces accidents. Donc, il faut que le gouvernement prenne ses responsabilités. Il y a une anecdote qu'on m'a racontée tout à l'heure. Je vérifie encore si les faits sont exacts, parce que quelqu'un m'a fait comprendre que quand les sapeurs-pompiers arrivent sur les lieux, il y a d'abord un problème de matériel, de secours. Ils sont obligés d'aller chercher des seaux retrouvés dans ces véhicules pour éteindre le feu. Comment un soldat peut aller en guerre sans armes? Ça, c'est la question. Je vais vérifier si c'est vrai. Maintenant, si tel est le cas, cela veut dire qu'une ville comme Tchang, ça fait de cela quelque temps, nous vivons ces hécatombes. Pourquoi ne pas mettre un poste de sapeur, une unité de sapeurs-pompiers dans la ville de Tchang, une unité de veille qui puisse éventuellement intervenir à chaque moment pour pallier à toutes ces situations. Voilà, docteur Fridolin Keye, moi je vous pose la même question. Les voyages de nuit, est-ce qu'il faut mener une réflexion là-dessus? Non, un pays ne peut pas se développer sans le travail de nuit. Si les gens sont incapables de gouverner, qu'ils nous disent, qu'ils ne nous amènent pas ces choses-là, comment un ministre commence directement à s'interroger sur les voyages de nuit? Il faut avoir un minimum de bon sens. Moi je parle ici, pas parce que je suis expert, mais parce que j'ai un minimum de bon sens. Le bon sens, c'est ce qu'on ressent quand on se réveille le matin. On n'a pas besoin, et qu'on est sorti du sommeil, ce qu'on ressent immédiatement, on sent le bon sens. Donc le bon sens nous commande de regarder plus sereinement la situation et d'analyser les causes et de voir les solutions apportées à une situation. Alors, par rapport à ce bon sens, je m'interroge quand mon frère dit que les routes nationales, ainsi de suite, respectent les normes internationales. Moi, j'ai des soucis. Moi, je ne veux pas être expert, je ne veux pas savoir qu'est-ce que les normes internationales prévoient. Nous voyons que les accidents, la plupart des accidents qui se produisent, c'est parce que les gens rentrent en collision. Qu'est-ce qu'on fait pour éviter les collisions? Les panneaux seuls ne suffisent pas. Il ne faut pas qu'il y ait, il faut qu'il y ait des temples entre 2 voies, de telle sorte que les gens ne se rencontrent pas. Tout le reste va s'accompagner. Je ne sais pas si ce sera l'autoroute, je ne sais pas quoi, mais on doit tropicaliser ces choses-là pour dire que si c'est une route nationale, il n'y a pas de norme qui interdit au Camerounais, au Cameroun de dire que bon, moi je mets un terre-plein ici. Je vous le dis, et je suis très sérieux, sinon pas l'argent, vraiment, on met le parpaing.
Parce qu'on peut pas comprendre que les gens, il y a on a une richesse énorme en termes de... Attendez, je vais ajouter un élément. On revient. C'est l'heure du journal, on va revenir, c'est promis. Bonsoir Cédric, convenu ce soir. Bonsoir Serge Alain, bonsoir aux invités ce soir. Tout un dossier consacré à ce grave accident mortel survenu à la falaise de Tchang autour de 4h30. Vous verrez des images chocs de ces événements, les témoignages bouleversants des rescapés et même du chauffeur de ce bus qui a survécu à la fois à ce grave accident et l'incendie violent qui a suivi à la suite d'une collision entre une camionnette transportant du carburant frelaté et ce bus gros porteur de l'agence de Menoix Voyage. Comment réagissent les autorités administratives et le président du conseil régional de l'Ouest qui s'est rendu lui aussi sur le terrain et les parlementaires qui dénoncent l'irresponsabilité de l'État du Cameroun. Vous les écouterez dans le journal de 20h. Nous parlerons également du démantèlement d'un réseau de faux documents liés aux résultats de Covid-19 à l'hôpital Lakentini de Douala. Le réseau a été démantelé. Les explications du directeur de l'hôpital Lakentini, c'est à suivre dans le journal de 20h. Et où en est-on avec la mise en place d'une campagne régionale de vaccination? C'est du moins le projet qu'ont les différents États membres de la communauté économique et monétaire d'Afrique centrale. Pendant ce temps, l'Afrique du Sud accuse les grandes puissances de s'accaparer des doses disponibles de vaccins à travers le monde. Nous ferons le point dans le journal de 20h. Serge Alain. Voilà, madame, monsieur, dans un instant, donc, ce sera le 20h de Cédric Noufelé, tout de suite après le débrief du journal. Retour sur le plateau Equinox, deuxième partie, c'est la partie réservée au débrief du journal, toujours en compagnie de Isidore Kaé, Willy Kenyé, Dr Fridolenke et Barista Ndungé Corentin. Barista Ndungé Corentin, vous sembliez le dire, vous n'étiez pas sûr de vous, mais le reportage de notre correspondant, Leclerc Tsakem, effectivement, comment comprendre ça? Qu'on parte de Bafoussam pour qu'on assiste à ce genre de spectacle. On comprend déjà qu'un chef-lieu de département comme Tchang n'est pas une unité de sapeurs-pompiers. Comment ça se passe? Je peux dire, Serge Alain, que nous avons un problème de leadership. C'est le nœud du problème, parce que c'est inconcevable qu'une falaise comme celle de Tchang, qui, je pense, c'était le 23 janvier 2018, nous avons vécu l'hécatombe pareil sur cette falaise. Et que des gens qui sont chargés de nous gouverner et de prendre des dispositions, la protection civile, la direction du transport terrestre et autres ne prennent pas des dispositions pour éviter de tels drames. J'espère qu'avec la décentralisation qui est en train de prendre corps, le président du conseil régional on l'a vu sur le terrain, va prendre ses responsabilités en main, parce que il ne faut pas seulement faire recours à la population quand il faut leur donner des voix. Et ça, c'est le moment de démontrer aux yeux de cette population qu'on est à la hauteur et que nous ne nous sommes pas trompés. Donc j'espère qu'il nous écoute et qu'il va prendre vraiment des dispositions et que nous ayons une unité de sapeurs-pompiers, une unité de veille de sapeurs-pompiers dans la ville de Tchang. Voilà, Willy Kenyé, justement, les sapeurs-pompiers qui sont obligés de partir de Bafoussam pour la falaise de Tchang. Oui, il faudrait dire que la responsabilité, je vois que quand le chef de l'État confie la responsabilité à certains d'entre nous, c'est-à-dire nous les Camerounais, il faudrait que chaque personne assume sa part de responsabilité. Voir les sapeurs-pompiers, moi je veux déjà commencer à interroger le colonel qui dirige ce groupe de sapeurs-pompiers au niveau de Bafoussam. Parce que quand nous voyons ces Camerounais-là qui ramassent l'eau à travers le seau pour pouvoir éteindre ce que nous avions vu ce matin, ça laisse croire que quelque chose s'est passé. Qu'est-ce qui n'a pas marché au niveau des sapeurs-pompiers? Comment les sapeurs-pompiers peuvent quitter de Bafoussam et arriver au lieu de l'accident
Et on voit que c'est la population qui joue un grand rôle, alors que c'est eux qui doivent jouer les premiers rôles. Donc d'où maintenant il est important de le relever, quand le chef de l'État confie la responsabilité à des individus, il ne faudrait plus qu'à un certain moment donné, les gens jouent avec la vie des Camerounais. C'est important, parce que nous voyons à chaque moment, oui, on va indexer le gouvernement, mais la responsabilité, que ce soit au niveau des sapeurs-pompiers, que ça soit au niveau de la prévention, que ça soit au niveau des individus aujourd'hui qui mènent des différentes activités. Parce que quand vous voyez l'accident que nous avons vécu ce matin au niveau de Tcham, la première responsabilité, moi j'ai dit, comment on fait pour permettre aux individus d'avoir les dossiers techniques? Vous voyez un camion qui n'arrive pas à monter la falaise, ou bien qui n'arrive pas à descendre la falaise, est-ce qu'on peut déjà mesurer l'âge du camion transportant non seulement le carburant, mais les vivres frais? Et il faut relever, sèche que c'est à partir du moment où il a perdu le frein que Menou a subi. Alors, nous interrogeons à partir de ce moment la responsabilité de chaque personne. Et la première responsabilité, parce que quand un problème arrive dans la famille, la première responsabilité, c'est le père de la famille. Dans ce cas-là, il y a deux facteurs. Le ministère des Transports, le ministère des Travaux. Et aujourd'hui, je me réjouis, après le journal, de voir que le président du conseil régional est descendu sur le terrain. Ça veut dire tout simplement que la décentralisation que nous avons longtemps souhaitée est en train de se mettre. Même moi, j'aurais souhaité que le président régional prenne les responsabilités. À partir de ce moment, quand nous souhaitons la responsabilité, ça veut au niveau au sein du conseil régional, nous devions voir les travaux au niveau des routes tracées, les lampadaires se mettre en marche, et déjà je crois que le président de la conseil doit mettre l'accent sur la sécurité des biens et des personnes. Parce qu'à partir de ce moment-là, la gendarmerie, la police doit jouer un rôle pour préserver les vies. Parce que si ce camion avait été vérifié à l'entrée de la ville, on n'aura pas, je ne crois pas qu'on ne doit plus permettre au jour d'aujourd'hui, pas seulement à Tcham, même dans la ville de Douala, voir les vendeurs de carburant autour de la ville, ou bien transportant même dans des camions. On dit que le camion était escorté, selon des informations. Alors, je voudrais, pour ma part, que l'enquête soit vraiment établie, que la responsabilité soit établie. S'il y avait un gendarme à l'intérieur, qu'on nous dise... Un douanier, on dit. Un douanier, un gendarme. Alors, c'est important de relever, que les gens nous disent la vérité, qu'on dit la vérité aux Camerounais. Qu'on n'inclut pas seulement la responsabilité en ce moment-là, que nos forces de maintien de l'ordre travaillent et nous rendent compte, dit aux Camerounais ce qui s'est passé. Et je ne peux pas finir sans demander au chef de l'État de décréter un jour de deuil, parce que 53 morts, c'est de trop. Et vraiment, si on ne le fait pas, je crois que vraiment, ça fait mal. Vous ne pouvez pas comprendre. 2 morts, ça peut se comprendre, mais 53, c'est exagéré. Vous négligez 2 morts? Non, c'est peut-être chez nous, nous avons l'habitude de dire qu'on simplifie. Parce que je vois en France, quand il y a 2 morts, ça fait, voilà. C'est pris encore, c'est souvent intéressant. Moi, je dis tout simplement qu'il faudrait que les Camerounais puissent accorder un jour de deuil à nos compatriotes qui ont perdu la vie sur la route de Tcham ce jour. Voilà, d'abord sur cet aspect, sur le travail des sapeurs-pompiers. Oui, qui arrive de Bafoussam, qui arrive Les sapeurs-pompiers qui arrivent de Bafoussam, c'est regrettable qu'on n'ait pas une unité des soldats du feu au chef-lieu du département de la Menou à Tcham. Peut-être à l'entrée même de la falaise. Disons même dans tous les chefs-lieux des départements, pour dire, si ce n'est que pour la falaise, je l'ai dit tantôt, il faut que le ministère mette sur pied une restriction de certains types d'automobiles, de ne plus franchir la falaise, qu'ils aillent continuer par la route nationale numéro 5. Parce que cette provinciale 17 avait la falaise a une descente de plus de 10%. Maintenant, il faut que le ministère des Transports doit mettre sur pied un programme de formation à la sécurité. On arrive sur les propositions. Et maintenant, pour revenir sur les sapeurs-pompiers, comme vous le dites, donc il faut seulement qu'on renforce les structures d'accompagnement pour sauver des vies. Donc pour renforcer Bafoussam? Oui, il faut renforcer Bafoussam. Même si c'est rien prévoir à Tcham? Créer une unité à Tcham, pourquoi pas? Parce qu'aujourd'hui, tout ce qu'on débat aujourd'hui sur la route, c'est de pouvoir sauver des vies. Nous ne voulons plus voir des morts sur nos routes. C'est vrai que le risque zéro n'existe pas, mais il faut réduire davantage la courbe. Il faut rabaisser la courbe des accidents. Dr Fludolenke, justement, l'absence d'une unité de sapeurs-pompiers à Tcham,
Bafoussam qui est obligé de venir en renfort. Et aussi, vous l'avez dit en première partie, l'absence des terre-pleins. On a suivi le chauffeur du gros porteur, le bus de 70 places, qui dit que la camionnette est venue retrouver lui sur son côté. Je vous ai dit, c'est le bon sens qui le dit. Et on le martèle au gouvernement. Tous ces accidents, en fait, pas tout, mais peut-être 90% de ces accidents sont causés par le fait que la route, il n'y a pas de séparation des deux côtés. Et on le dit. Et vous voudrez qu'ils comprennent que on est fatigué de parler. Et désormais, moi j'invite les populations à poursuivre le gouvernement au pénal. Je le dis fortement. Il faut qu'ils se prennent leurs responsabilités parce que dans d'autres cieux, on doit engager des poursuites judiciaires contre le ministère des Transports, contre le ministère des Travaux publics, avec des conseils. J'en appelle aux avocats, à tous les victimes, à toutes les personnes endeuillées, d'engager des poursuites judiciaires parce que ça fait des années que ça dure. On a dit que vous devez mettre toutes les dispositions en place. Et je le dis avec beaucoup de solennité. Désormais, le gouvernement doit être poursuivi pour négligence ou bien c'est pas quoi. Vous les juristes, baristes, vous trouvez une solution. Il faut que vous nous dites ce que je dois faire à partir de demain. Parce que le bavardage qui va s'en suivre là, ça ne résout pas le problème. Parce que fondamentalement, ce qui se pose ici, c'est le fait que les gens abandonnent la gouvernance aux intempéries du hasard. Et lorsque les hécatombes vont se produire comme ça, si nous ne prenons pas nos responsabilités, on va nous culpabiliser. La stratégie du gouvernement, c'est culpabiliser les populations. C'est une question de mentalité, La mentalité n'existe pas. C'est un concept qui est construit pour justifier soit une domination de quelques-uns sur les autres, soit, vous savez que la mentalité prélogique avec Lévi-Brûle, les Blancs ont créé ça pour dire que non, vous êtes petits, vous devez être sous notre responsabilité, c'est nous qui portons votre responsabilité parce que vous n'avez pas le niveau de comprendre. Donc le gouvernement distille ce genre des choses, que les populations sont responsables, ce n'est pas ça. Il faut que les populations comprennent que lorsqu'il manque le fouet du gouvernement, lorsque le gouvernement est absent, lorsque les gens n'ont pas peur, lorsque ce n'est que la gouvernance de l'embuscade. Regardez ce qui se fait avec les radars. On a parlé tout à l'heure. Où les gens se cachent, se disciplinent. Et les panneaux sont cachés, sont même déjà. Oui, la poussière, à tel point qu'on ne voit même pas. Et on laisse sciemment parce qu'on sait que le gars va se cacher là et il va vous flasher et les gens vont donner de l'argent. C'est la même chose qui se passe avec même les panneaux dont vous parlez là, dont vous décrivez la qualité. C'est-à-dire qu'on va acheter les panneaux à un prix homologué dans les normes, mais on fait fabriquer des choses parce que les gens vont prendre des recours commission. Allez vérifier, moi je sais pas, je parle du point de vue du bon sens, vérifiez ça, vous allez voir que c'est ça qui se passe. C'est pareil avec les questions de permis de conduire. On ne sait pas, les gens parfois ne voient même pas. On vous donne le permis de conduire parce qu'on le vend. Il y a donc tous ces termes de choses, la ceinture de sécurité n'existe pas. On vous donne vous avez parlé tout à l'heure, mon collègue a parlé tout à l'heure des questions de visite technique. Mais c'est une mafia terrible. On entretient ça à dessein. Parce qu'à tous les niveaux de la gestion de ce pays, il se trouve des gros décandements de l'immoralité républicaine. L'immoralité républicaine, c'est qui tue ce pays-là. Et ça commence en haut lieu. Il faut donc principalement que les gens comprennent que s'ils ne peuvent pas prendre leurs responsabilités, c'est une haute trahison et ils doivent être poursuivis. Je termine en disant qu'au niveau de tout cela, cela pose un problème moral. Il manque d'éthique à tous les niveaux. Et c'est nous qui sommes responsables de cette dimension de la société. Parce qu'il y a une dimension de la société qui permet de conditionner les comportements républicains en vue d'un certain idéal de citoyenneté. Et lorsque nous sommes en train de faillir, nous les penseurs de la société, les philosophes, alors il se pose un problème parce que nous devons éduquer même le pouvoir. Lorsqu'on s'attend à ce qu'on ait aussi notre petite part, lorsqu'on te présente un petit 50 millions, un immeuble, tu tombes et tu commences à narguer tous les Camerounais. Alors il faut qu'on rentre dans nos responsabilités nous-mêmes, les penseurs, les guides de la pensée. Nous devons remettre les choses en ordre, rappeler les fondamentaux, les principes du gouvernement. Ok. Merci. Oui, rapidement. Quand il voulait relever 90% des accidents sur nos routes, il faut dire que c'est les problèmes de vue.
Parce que il faut dire le 90%. Nous avions des chauffeurs qui se retrouvent dans les ravins parce qu'ils n'arrivent plus à voir. Et malheureusement, moi je dis, il faudrait que la prévention, que le ministère des Transports, la prévention que nous avons sur nous soit efficace. C'est important de le relever. Nous avions sur la route, que ce soit Yaoundé ou Douala aujourd'hui, où les gens se retrouvent en train de garer les voitures n'importe comment et sans signalisation et exposent la vie des Camerounais. Donc il est important que le ministère des Transports aujourd'hui, que la prévention soit efficace. Et nous avons deux types de prévention que nous voyons. Il y a la gendarmerie qui fait déjà à son niveau. Nous avons une autre prévention qui est que le ministère des Transports a délégué et nous les voyons sur les routes. Nous voulons dire tout simplement qu'il n'est pas seulement efficace de demander des permis de conduire, mais qui permet déjà quand même que ce que nous voyons aujourd'hui en ce qui concerne les cas d'accident soit quand même réduit dans nos différentes villes. Merci Barista Ndougué. Qu'est-ce que les populations, c'est-à-dire les victimes, les ayants droit, peuvent faire à partir de... Le docteur Pridolinké parlait de poursuite. Comment ça peut se gérer tout ça après un accident, un drame comme celui-ci? Oui, merci. Quelles sont les actions qui peuvent être menées? C'est Jalin. Il y a beaucoup d'actions, des actions civiles. Ça interpelle la responsabilité même du transporteur, c'est-à-dire Menoir Voyage. Je voudrais rappeler aux uns et aux autres... Même comme il a été percuté, là oui, il a l'obligation de résultat en matière de transport. Cela veut dire quoi? Cela veut dire qu'il doit transporter le passager sain et sauf jusqu'à destination. Voilà. Et du moment où il ne transporte pas ce passager sain et sauf à destination, des poursuites peuvent être engagées contre cette agence de voyage. Dans le cas d'espèce, nous prions que ce bus soit vraiment assuré. Parce que s'il est assuré, le problème de l'identification des corps va se poser, mais les uns et les autres doivent comprendre que l'assureur peut préfinancer, apporter une provision pour faire des prélèvements et identifier les corps avant de remettre aux différentes familles. Nous avons eu dans ce pays la catastrophe de Kenya Airways, que notre cabinet Tougoua, a eu le privilège d'accompagner les victimes. Au lendemain de cette catastrophe, le prochain vol de Kenya Airways avait à son bord le ministre des Transports. Ils sont venus, les assurances ont préfinancé, il y a eu des tests d'ADN et les corps ont été remis aux différentes familles. Également la catastrophe de Camraï. Il est bien vrai, c'était un méli-mélo total parce qu'on ne savait pas qui exactement avait pris... qui avait un titre de transport. Effectivement, mais dans le cas d'espèce, je pense qu'on ne va pas se retrouver dans ce cas de figure parce que j'ai déjà vu circuler sur les réseaux sociaux la liste des... Le bordereau. Oui, le bordereau. À partir de là, on va savoir exactement qui était dans le bus. Mais est-ce que l'identification sera facile? Oui, ça sera facile. Je voudrais juste conseiller, sans toutefois déplorer, que les tests d'ADN vont être faits. Mais je conseille aux familles de les prélever surtout sur des sœurs utérines. Parce que c'est la mère souvent qui maîtrise exactement et qui est le père de son enfant. Est-ce que les tests se font actuellement ici au pays? Je ne pense pas. C'est ça le problème. On n'a pas organisé la recherche. Oui, mais sur ce cas de figure, je dis les assureurs vont préfinancer. Et je voudrais profiter de l'occasion pour assurer les différentes familles de victimes et des ayants droit que même si notre profession est l'une des rares professions où la loi définit à l'article 1 par l'argent et rendre des services contre rémunération, nous faisons aussi dans ce qu'on appelle du pro bono case. C'est-à-dire, nous sommes là aussi pour défendre les orphelins, des veuves, même sans prendre un radis. Donc, que les familles comprennent, c'est interdit pour nous de faire la publicité, mais si on nous sollicite en tant que cabinet Tougoua, qui avons pour habitude d'accompagner les victimes des cas de l'État. Mais tout naturellement. Parce que il faudra à ce moment-là l'individu on va permettre à maître d'aller jusqu'au bout rapidement. Il faudra comprendre que la responsabilité pénale est d'abord individuelle. Pour poursuivre l'État,
il faudra d'abord au préalable identifier qu'il est responsable de cet accident de circulation. Alors, dès que ce volet et cet équivoque est levé, on peut poursuivre l'État. Il n'y a pas de problème à ce niveau. Ok, rapidement. Donc, pour compléter la parole de maître, en principe, c'est que l'État, le ministère des Transports, est chargé de transporter les citoyens camerounais. Donc, c'est pour cela que le ministère donne l'agrément à différentes personnes, aux agences, d'assumer sa responsabilité parce que c'est l'État qui doit nous transporter. Bon, maintenant, pour revenir sur le pan des accidents, à relever des enquêtes faites par la gendarmerie nationale. La gendarmerie nationale d'une source, 54% des accidents ont lieu la nuit. 54 ou 54 54% ont lieu la nuit. Plus de 50%. C'est un élément. Bon, maintenant, dans l'ensemble des accidents, que ce soit de jour et la nuit, 57% des accidents ont lieu dans un virage. Un virage, oui. Comme le cas actuellement à Tchang. Dans la falaise de Tchang. Je vous ai dit, il y a 72 virages. Oui, il y a 2 ans, j'étais à Yaoundé au ministère des Transports. La direction du transport terrestre avait omis une étude, un examen, un test à 1000 chauffeurs, donc 1000 conducteurs en principe, auxquels parmi les 1000, 90% avaient un problème de vue. Voilà. Bon, alors, 90% des informations nécessaires à la conduite passent par la vue. Mais ici, on se retrouve à l'inverse, qu'au lieu de 90% des informations... Est-ce que la nuit, c'est encore plus compliqué pour La nuit, c'est encore plus compliqué parce que les chauffeurs mettent les pleins phares et ils utilisent le feu de route. Et pour cela, s'il faut analyser dans le cas d'espèce, on va trop vite en besoin à dire les systèmes de freinage et autres. Si on étudie bien, moi je fais les roues la nuit, vous allez voir que c'est ce type d'usagers qui causent des dégâts la nuit. On se retrouve dans le cas de drame actuel. Nous ne voulons plus de morts sur nos routes. Oui, ça doit s'arrêter. Ça, c'est le principe. C'est pour cela que j'attire toujours l'attention du ministère. Qu'au lieu de nous recruter des experts en sécurité routière qu'on va injecter dans des délégations régionaux, des transports et tout ça, de faire la formation à la sécurité routière à tous les usagers, c'est-à-dire les automobilistes, les motocyclistes, les cyclistes et même les piétons. Parce que jusqu'au cas présent, pour le cas présent, si on va là, juste à côté, le passage pour piétons, je ne sais pas si certains d'entre nous peuvent interpréter le passage piéton, qui a droit, qui n'a pas droit. Ce que dit le code de la route. Ok, merci. C'est un petit principe. Voilà, on arrive au terme de l'émission. Dr Fridolenke, vous êtes auteur de cet ouvrage, Les affres de la philanthropie. Oui, les affres de la philanthropie, c'est un texte que j'ai écrit et qui est sorti en 2017. Et je remercie la diaspora qui s'est cotisée, la tontine a donc déboursé de l'argent pour... non, c'est une expression du Cameroun. C'est notre culture, c'est notre richesse. Donc, je n'ai pas dit qu'on dit la tontine s'est réunie. Donc, ils ont acheté 50 ouvrages de ce titre, Les affres de la philanthropie, excès sur l'imaginaire, la dignité et la bêtise dans le monde globalisé, et que je t'offre à toi, Serge Alain Autou, pour le combat de gladiateurs que tu mènes contre toutes les formes de gouvernance à la sérénité de cadavres qui écument nos États. Seule la vérité libère. Et je voulais te prier de nous permettre de lire juste quelques phrases de ce texte pour que les gens comprennent que c'est important. L'histoire, c'est la combinaison des aspirations et du labeur quotidien des peuples. C'est la dynamique unique qui porte la voix des citoyens au firmament des mémoires collectives dans les temps immémoriaux. Le monde actuel n'est donc ni le refuge des poltrons irrités, ni l'enfer des niais effarés. Il est le gîte des peuples aguerris qui inventent chaque jour de nouveaux subterfuges pour progresser en acquérant de nouvelles capacités artistiques, scientifiques, technologiques et militaires pour conjurer les pièges que d'autres cités travaillent à leur imposer dans l'unique but de faire régresser leur économie, leur politique, toute leur culture en somme au niveau préhistorique dont ils n'ont plus eux-mêmes le souvenir. Ok, voilà les affaires de la philanthropie et c'est sur l'imaginaire, la dignité et la bêtise dans le monde globalisé, sorti chez l'Harmattan. C'est bien ça. Voilà, merci cher monsieur. On a fait le tour on espère, hein.
Et on peut quand même dire un mot, parce que là, est-ce qu'on peut dire que l'agence Ménois a dévancé le ministère des Transports? Parce qu'on s'attend peut-être à la fermeture. Ils ont décidé de fermer les portes. Non, moi, je prie seulement le bon Dieu que le ministère des Transports ne revienne plus sur la décision. Comme de la dernière fois, nous avons vu, on a deux mois. Je voudrais tout simplement qu'à travers ce que nous avons vu ce matin, que les sanctions soient vraiment sévères. On sanctionne qui? Que ce soit Ménois, que ce soit les individus qui ont posé. En fait, l'enquête nous dira quand même. On sanctionne d'abord le gouvernement. Non, moi je voudrais. Parce que le chauffeur qu'il a le gouvernement. Je crois que. On ne peut pas sanctionner les morts. Je crois que mon frère doit avoir le gouvernement. Mais il faut. Non, c'est pas pour les gens, parce qu'on dit non. Les gens mourir comme ça. Allons sur les faits. Nous sommes dépendants du Qu'est-ce qui gouvernement. s'est passé à Tchad? On n'est pas un problème pour le gouvernement, mais qu'est-ce qui s'est passé? Il a retrouvé parce qu'il y a la responsabilité incombe qui en ce moment. Le camion, il est inconscient. On a affaire à des voyous. Les conséquences. Ça, c'est des voyous qui respectent les gens. Non, on ne peut pas respecter le Camerounais. On ne peut pas trouver les gens en train de transporter le Cameroun avec les livres frais. Ça, c'est les conséquences du nom. C'est la non-violence. Les gendarmes ne peuvent pas arrêter le gars. Vous avez dit ici, on ne peut pas le faire. Merci, cher Je voulais surtout avant que vous ne terminez, Serge Alain, que j'espère, avec la main au cœur, que les enquêtes qu'on nous signale tout à l'heure, qu'on a ouvertes, ne vont pas suivre le chemin des autres enquêtes, que vivement qu'on nous donne des résultats. Où en est l'enquête de Ndikinimeki? L'enquête de Ndikinimeki, on attend toujours. Bon, en principe, en passant, j'adresse mes condoléances à toute la famille des victimes du drame de ce matin. Et j'appelle vraiment à tous à la sérénité, à respecter la signalisation routière. Et j'appelle au gouvernement, les ministères publics, les ministères des Transports, de se mettre à pied d'œuvre pour travailler dur avec toutes les parties prenantes, qu'on puisse réduire le nombre de morts sur nos routes. L'affaire de la sécurité routière n'est pas l'affaire d'une seule personne. Merci Isidore, merci à vous maîtres d'être passés. Merci docteur Philippe. Merci beaucoup de m'avoir invité. Merci. Je voulais profiter pour dire à tous mes mototaxis, vu que les accidents sont en train de... Il est temps que chaque mototaxi doit se mettre en marche. Nous avions déjà commencé à partir de lundi. Chaque mototaxi doit chercher à avoir son permis de conduire. C'est important. Donc il considère sans permis de conduire. C'est ça le message. Merci. Madame, Monsieur, nous sommes arrivés au terme de cette édition. On se retrouve demain lorsqu'il sera 19h. Bonsoir. Bâtier.